pu se passer alors qu'on avait encore un contrôle, un État qui était susceptible d'intervenir en s'appuyant sur des lois votées, c'est-à-dire la vraie démocratie, et pour passer à un système de néolibéralisme, ultralibéralisme où tout est permis, où grosso modo, depuis maintenant une trentaine d'années, les multinationales que tu évoquais tout à l'heure, qui gouvernent le monde, sont en train d'adresser des bras d'honneur aux hommes politiques. C'est pas vous qui demandez, c'est nous, et si vous n'êtes pas content, on trouvera bien quelqu'un pour faire le job à votre place. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on passe d'un État structuré, structurant, à cette espèce de jungle des temps modernes? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Concrètement, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui discerner 2 ou 3 faits majeurs qui ont fait ce glissement fatal dans le monde qu'on connaît aujourd'hui? Bon, le diagnostic c'est exactement juste, donc je le partage. J'oserais de toute façon pas te dire. Ça c'est pas le scoop du partage du diagnostic. Je préside cette séance, donc avec les présidents, il faut être prudent. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est 91, août 91. En août 91, 1991, l'Union soviétique a implosé. L'Empire soviétique a implosé pour des raisons qu'on peut discuter. Il y avait un micro là, oui, donc août 91. Jusqu'à août 91, un homme sur 3 sur cette planète vivait dans ce qu'on appelle un régime communiste. Après, c'était communiste, moi je suis bouddhiste, mais enfin, c'était un autre monde, complètement. Et il y avait le monde libre, il y avait donc la bipolarité, de ce qu'on appelait libre, la bipolarité de la société planétaire, la bipolarité, qui militairement était dans un équilibre instable, très très dangereux, l'équilibre nucléaire, très très dangereux, enfin, il y avait cet équilibre, et il y avait ces deux mondes qui se partageaient la planète. L'Union soviétique, et ça a eu des conséquences aussi sur les démocraties en Occident, qui a forcé les classes dirigeantes à faire attention dans leur stratégie d'exploitation et de domination pour qu'ils ne votent pas communistes. C'est évident, c'est pas la bonté de la bourgeoisie française qui a permis à De Gaulle de créer la sécurité sociale, de créer cette conquête formidable du gaullisme, par exemple, tu as mentionné ça, de respecter les salariés, la sécurité du travail, etc., était faite devant la coulisse de menaces. D'abord, il y a un parti communiste français qui a touché les 25% de l'électorat dans ses plus beaux jours, et puis il y avait cet autre monde qui était menaçant et qui risquait d'attirer de plus en plus de salariés, de travailleurs, de travailleuses au moment de voter. Donc il y avait ça. La bipolarité a disparu. Une forme de capital s'est autonomisée, le capital industriel, le capital commercial, etc., le capital financier, faire de l'argent avec de l'argent. Je donne juste un chiffre. Aujourd'hui, dans les places financières du monde, selon la Banque mondiale, le jour ouvrable se change à peu près 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars changent d'identité, soit juridiquement, soit monétairement. De ces 1000 milliards de dollars qui changent d'identité chaque jour ouvrable sur les marchés financiers du monde, l'année dernière, 13% seulement ont correspondu à une opération économique réelle, paiement d'une cotisation d'assurance, achat d'un bien, etc. Tout le reste, 87%, était de la pure spéculation, de la pure totale spéculation sur des monnaies, sur etc. Donc le capital financier s'est rapidement autonomisé et a pris à main la dominance, la gouvernance du monde. Une seule instance régulatrice est née, ce fameux marché mondial, cette fameuse qui se concrétise dans les bourses, qui devient visible, institutionnalisée dans les bourses du monde, qui tourne 24 heures sur 24. Quand le New York Stock Exchange ferme, c'est Melbourne et Tokyo qui ouvrent. Quand Melbourne et Tokyo ferment, c'est Paris, Londres, etc. qui ouvrent. 24 heures sur 24, ce capital financier réalise des profits astronomiques. Alors, avec cela,
sont nées des puissances, je l'ai dit d'entrée en matière tout à l'heure, comme la planète n'a jamais connu. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées aujourd'hui ont un pouvoir comme aucun roi, aucun empereur, aucun pape n'a jamais eu sur ces planètes. N'a jamais eu sur ces planètes. Et ils ont imposé leurs lois, mais par la violence des flux de capitaux aux États, qui sont l'émanation de la conscience collective, de notre volonté collective institutionnalisée, aux États. Et le personnel politique, de plus en plus, par lâcheté, s'est couché à dire « Ah, c'est le marché qui décide ». Moi, j'ose à peine le dire. Enfin, vous avez oublié tout de suite. J'étais longtemps député socialiste de Genève au Parlement de la Confédération et membre du conseil exécutif de l'Internationale socialiste, qui était présidé pendant 16 ans par l'extraordinaire Willy Brandt, tout à fait extraordinaire. À 18 ans dans les brigades internationales en Espagne, ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, résistant dans l'uniforme norvégienne contre l'occupation allemande de la Norvège, donc c'est quelqu'un qui miraculé, qui a su le cultiver magnifique. Mais Schröder, par exemple, à l'international conseil exécutif, par exemple, Schröder, qui était chancelier d'Allemagne, eh bien, il a été attaqué par l'IG Metall, par le grand syndicat des métallurgistes, lorsque, dans les années, au début des années 90, les grandes désindustrialisations dans le Ruhr ont commencé, où les grandes multinationales, y compris Siemens, etc., ont commencé à délocaliser d'abord la Roumanie, la Bulgarie, etc. Puis ensuite, quand le profit a baissé là, vers l'Orient extrême, vers l'Axe-Orient, Schröder, le type formidablement intelligent, socialiste, probablement convaincu, né de père inconnu ayant souffert de l'injustice sociale, enfin, je dis, était formé dans la misère avec sa force de l'intelligence, nous a expliqué, je me souviens comme si c'était hier, et Willy Brandt lui a répondu ensuite très violemment, a dit, mais ça c'est le marché. La désindustrialisation de la Ruhr, l'émigration des grands trusts industriels et donc le chômage de masse qui s'ensuit, c'est dicté par une force qu'aucun homme ne peut contrôler, les forces du marché. Les forces du marché. Je n'y peux rien. Moi, chancelier d'une république de 85 millions d'habitants, la première puissance économique du continent, la troisième puissance économique du monde, moi, chancelier, chef de l'exécutif, je n'y peux rien contre les forces du marché. Et les syndicats ont, enfin, vous vous souvenez peut-être de cette époque-là, c'était plus de 20 ans en arrière, manifestations massives à Düsseldorf, à Cologne, etc., dans toutes ces régions désindustrialisées. Les syndicats sont très puissants, beaucoup plus puissants qu'en France, en Allemagne. Eh bien, rien n'y fait. Le chancelier d'Allemagne a dit « Je ne peux rien faire contre les forces du marché, la désindustrialisation s'est faite, le chômage de masse s'est installé. » Alors, en même temps, il y avait Blair en Grande-Bretagne qui faisait... Ah, Blair qui alors, se couchait comme le caniche... Il y a cette destruction de la social-démocratie. Dans ce livre, je vais prendre le train tout de suite après, on va aller à Genève. Dans ce livre, je fais des aveux, évidemment, l'autocritique, il faut dire les choses. J'ai longtemps cru à la social-démocratie. Vraiment. Et Jospin aussi, et Hollande portait la serviette de Jospin à l'international, etc. Le micro, genre. Oui. Toi, tu dis des choses importantes sur Jospin, Hollande, etc. Non, Hollande, à cette époque-là. Il portait la serviette. Pour faire la serviette de Jospin, oui. Mais
nous les jeunes, il y a 200 ans, quand j'étais jeune il y a 200 ans, Willy Brandt nous a dit toujours, attendez, d'élection en élection, de votation en votation, la ligne de flottaison de la société, de la civilisation va augmenter. Les gens vont comprendre de plus en plus l'injustice qu'ils subissent, l'exploitation qu'ils subissent. Ils vont voter pour nous. Et peu à peu, élection après élection, la démocratie sociale va s'installer. Soyez patients. J'y ai cru, c'était une erreur totale. Totale. Le contraire s'est produit. Le contraire s'est produit. Dieu sait que les élections sont libres en France, sont universelles, sont secrètes. Dans tous les États démocratiques occidentaux, dominateurs, enfin autrefois dominateurs de la planète, la fraude est tout à fait marginale. Enfin, on n'est vraiment pas en Mongolie ou au Bangladesh. Or, les gens n'ont pas voté dans le sens d'une récupération de leur autodétermination, de la justice imposée, etc., etc. La seule chose aujourd'hui, et le livre s'appelle Chemin d'espérance, et vraiment, j'essaie d'argumenter où est cette espérance. L'espérance, c'est la société civile. C'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe dans le monde. Le Che Guevara a dit, les murs les plus puissants tombent par des fissures. Les plus puissants tombent par des fissures. Et les fissures apparaissent partout. Il y a des mouvements sociaux partout. Via Campesina, pour les métayers, les petits paysans, etc., à travers le monde, 142 millions de membres de l'Indonésie à la Côte d'Ivoire attaquent contre le capital financier pour les taxes Tobin au cœur des sociétés dominatrices, des nations dominatrices, en France, en Allemagne, etc. Enfin, c'était Berlin, mais enfin, la section française est très forte. Amnesty, Greenpeace pour sauver ce qui reste à sauver sur cette planète, le mouvement des femmes, etc. Ces mouvements traversent les églises, les syndicats, où se crée le... Marx a dit, le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'air. D'entendre pousser l'air. La nouvelle société, cette fraternité de la nuit, qui n'a pas de programme commun, qui n'a pas de secrétariat général, qui n'obéit pas à une ligne de parti, qui n'a pas de comité central, obéit à un seul moteur, il est puissant, c'est l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, l'identité avec l'autre. Je ne veux pas vivre dans un ordre du monde où quelques dizaines de gens infiniment riches, regardez-le, incroyable ce gouvernement Trump, là on a choisi, on a dépassé un seuil, on a dépassé un nouveau seuil que je ne voyais pas. Encore le gouvernement n'est pas nommé, on n'a encore rien vu. C'est que les papouilles pour l'instant. Non, l'essentiel est nommé. Le président d'Exxon, est la plus grande société pétrolière du monde, ministre des Affaires étrangères. Flynn, un général fasciste qui était mis à la retraite de force, Flynn, président du Conseil de sécurité nationale. Elisabeth De Vos, multimilliardaire avec les écoles privées. Elle a créé beaucoup d'écoles privées, multimilliardaire. Elle est ministre de l'Éducation. Son mari, enfin, peu importe, son mari, c'est le chef de Blackwater, qui est cette société de mercenaires qui a massacré, qui a été accusé de pires crimes en Irak. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au Pentagone, Mad Max, qui est général, qui a pris en main le Pentagone. Donc là, directement, mais très directement, les milliardaires s'assiedent dans les sièges des ministres du gouvernement. Ce n'est plus le téléphone confidentiel le samedi soir, peut-être tous les jours de conseil, etc. Non, paf, on est là. C'est extraordinaire, ce gouvernement Trump. C'est Warren Buffett que tu citais. Il y a Warren Buffett, oui. Je cite Warren Buffett dans le Warren Buffett, c'est le 4e homme le plus riche de la Terre, 79 milliards de dollars. Spéculateur boursier tout à fait génial, parce qu'il n'a jamais